Merci Karen. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir d'être là. On va pas rattraper le retard, mais on va faire ce qu'on a à faire. Et donc, sur ce sujet, la data au service de la collaboration avec les marques, je vous demande d'accueillir avec moi Arthur Caron, directeur supply chain de Monoprix, Dean Rabei, managing director de Relevancy pour le groupe Casino, et Maxime Brunet, le cofondateur de Memory. Je vous disais que c'était un plaisir de vous retrouver parce que chaque année vous êtes extrêmement nombreux et c'est surtout qu'on a une histoire avec ce salon parce que le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, on en a présenté les prémices sur cette scène il y a 2 ans. On a présenté un point d'étape d'avancée du déploiement de ce sujet dans tous les magasins Monoprix l'an dernier et aujourd'hui on est encore plus nombreux pour vous présenter l'avenir et l'avenir c'est sur la collaboration avec les partenaires industriels, avec les marques. Peut-être quelques mots déjà sur les acteurs en place. Arthur Caron, donc directeur supply chain de Monoprix. Quelques chiffres sur Casino, le groupe Casino et puis Monoprix. Oui, effectivement, pour présenter le groupe. Bonjour à tous. Vous présenter rapidement donc, le groupe Casino, vous le connaissez, hein, c'est un ensemble de plusieurs enseignes que sont notamment Franprix, Monoprix, Casino et toute la proximité. On a également des BU qui sont transverses, on en reparlera après avec Dean. Voilà, on a quand même un cœur de métier, là où ça marche bien, c'est la proximité. Et c'est là en particulier que se situe un acteur comme Monoprix, qui représente environ un volume d'affaires de 5 milliards d'euros, répartis sur un peu moins de 700 magasins. Et notre raison d'être, c'est de proposer le bon et le beau à tous nos clients en centre-ville. Et c'est à ça qu'on travaille tous les jours. Et alors, ton périmètre au sein de Monoprix, effectivement, directeur de la supply chain, peut-être définir l'étendue. C'est l'occasion, merci Mike pour l'opportunité. Effectivement, c'est l'occasion de préciser ce qu'on appelle la supply chain. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que la supply chain? C'est l'acheminement de la marchandise au quotidien depuis nos industriels jusqu'au magasin pour viser la disponibilité des produits en magasin et qu'il n'y ait pas de rupture. Globalement, et on y reviendra après, ça se décompose en 2 grandes étapes. La première, c'est l'amont, où on passe des commandes au quotidien auprès des fournisseurs et des industriels en se faisant le relais des achats pour constituer des stocks sur nos entrepôts. Et ensuite, il y a un passage de relais à des équipes plutôt aval qui, elles, vont automatiser et accompagner les commandes des magasins auprès des entrepôts pour pouvoir acheminer la marchandise en livraison locale pour pouvoir, encore une fois, mettre les produits en rayon. On y reviendra après, mais c'était important de le préciser. On remonte d'un niveau. Dean, Relevancy, l'expert de la data au sein du groupe Casino. Oui, bonjour à tous. Donc, Relevancy, c'est la filiale data et retail média du groupe Casino. Donc, on centralise l'ensemble des données alimentaires des enseignes en France dans un data lake propriétaire et qui alimente ensuite un certain nombre de cas d'usage qu'on pourra avoir aujourd'hui autour du category management et autour de la logistique. Maxime, on t'a connu Memory. Memory a rejoint le groupe SES Imagotag il y a tout juste 1 an, même pas 1 an, je crois. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'une dimension bien plus large. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai cofondé In The Memory, qui était une start-up qu'on a créée il y a 5 ans, et on a rejoint le groupe SES Imagotag en février cette année. Et donc on est passé d'une start-up parisienne à un groupe international qui réalise aujourd'hui plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est présent dans un très grand nombre de pays et qui accompagne de très grands acteurs du retail, dont Monoprix, dont on va parler aujourd'hui. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est une histoire longue, et c'est une histoire longue de collaboration entre SES Imagotag et Monoprix et le groupe Casino, même plus largement. Oui, alors ce que vous voyez sur cette page, c'est l'histoire du groupe SES avec le groupe Casino et Monoprix en particulier, qui a commencé en 2004 avec la mise en place d'étiquettes électroniques. Et Casino, Monoprix était un des premiers groupes à croire aux produits d'étiquettes électroniques de SES Imagotag. Et puis progressivement dans le temps, il y a tout un ensemble de nouvelles dimensions qui se sont mises en place au gré des innovations souhaitées par le groupe Casino et par Monoprix, et puis proposées par SES Imagotag. Donc on est passé à des étiquettes de plus en plus intelligentes, des relevés de prix, enfin, beaucoup de fonctionnalités qui ont accompagné des cas d'usage pour le groupe Casino, qui ont d'ailleurs fait l'objet de certains passages en conférence avec Mike. Et donc on vient aujourd'hui vous parler de nouveautés, toujours au sein du groupe SES, pour le compte de Monoprix. Alors, d'où on part? Peut-être quelques mots sur la rupture. On a eu
On a travaillé ça depuis quelques années. Avec I Love Retail, on a réalisé des études pour SES Imagotag notamment, pour comprendre quel était le poids de la rupture dans le comportement d'achat. On le voit, les Français plébiscitent de plus en plus les grandes surfaces. On sait que pour les achats alimentaires, ça monte en puissance. Ils sont 46% à faire leurs courses alimentaires au moins une fois par semaine en hypermarché et au moins une fois par semaine pour 42% en supermarché, 21% en proxy. Les autres formats de proximité, marché, etc. baissent. Quand on les questionne sur leurs irritants, le premier irritant reste historiquement et depuis 10-15 ans l'attente en caisse. Mais ce qui est nouveau, c'est que la rupture de produits en rayon est le deuxième irritant et quasiment à égalité maintenant avec l'attente en caisse. Et ensuite, on a un deuxième sujet qui est adressé aussi par les étiquettes, c'est l'absence du prix. Mais le problème de la rupture a été pendant très longtemps sous-estimé, il l'est encore dans de nombreuses enseignes. 91% des Français ont constaté au moins une rupture de stock dans ces derniers mois. Ça peut paraître pas méchant, mais finalement, la rupture, c'est quoi? C'est pas n'importe quel produit. C'est en général le pot de Nutella ou la bouteille de Coca le samedi après-midi à 15h. Et quand vous êtes en rupture, en rayon, alors qu'il y en a en réserve, pendant 1 heure à ce moment-là, le Français, ça ne va pas lui plaire et il va avoir des réactions qui vont avoir des impacts sur la fidélité à l'enseigne. Un Français sur 2 dit avoir ressenti de la déception en étant confronté à une rupture. C'est un sentiment fort quand même. La rupture donne une mauvaise image du magasin à plus d'un Français sur 2. Et pour faire face à une rupture, 73% des Français, donc les 3/4, envisagent de s'approvisionner dans une autre enseigne. C'est le premier facteur de changement d'enseigne, de défidélité qu'on peut avoir. Et donc ça a des impacts, je dirais, assez forts, parce que finalement, le consommateur, on a à peu près 29% des clients qui sont mécontents. Et depuis le temps qu'on travaille ce sujet avec différentes enseignes, notamment avec Monoprix, moi, ce qui m'a marqué il y a 2 ans sur cette scène, quand on parlait du début de ce projet, pourquoi est-ce que Monoprix met autant d'efforts sur la lutte contre la rupture, ce que m'avait dit ton prédécesseur, Arthur, qui est d'ailleurs dans la salle, c'est qu'il prenait en compte le calcul du NPS, la satisfaction client, comme l'un des éléments prioritaires du calcul du ROI, ce qui paraît assez étonnant, inhabituel en matière de projet informatique, et pourtant c'est ce que vous faites et c'est ce que vous avez suivi. Exactement, et je confirme tes propos et je confirme ce que tu as évoqué sur le cas général en grande distribution. C'est le cas aussi chez Monoprix. La rupture fait partie des principaux irritants qu'on nous remonte. C'est même le numéro 1 pour le coup chez Monoprix, en tout cas dans les questions que l'on pose à nos clients. Et pour illustrer ce que tu viens de dire, c'est une culture chez Monoprix. Moi, ça fait partie du tout premier reporting que je reçois le lundi matin en arrivant. C'est le NPS client filtré sur les motifs qui invoquent des enjeux de rupture. Et alors, est-ce que tu peux nous donner les premiers motifs, sans nous donner les chiffres? Sur les premiers motifs de rupture d'insatisfaction? C'est sur la rupture principalement. C'est encore sur la rupture. C'est la rupture et exactement comme tu le disais, sur les attentes en caisse également, qui sont les deux classiques qu'on retrouve et qui se font la bataille l'un et l'autre. Mais voilà, moi je retiens en particulier du coup sur mon périmètre les ruptures. Donc je le capte à travers cette culture et ce NPS qu'on reçoit. Et à titre d'exemple, moi je le capte aussi à travers les magasins. Et c'est une force qu'on a dans la communication chez Monoprix. Mais voilà, c'est les magasins aussi qui nous font comprendre, parce qu'on est aussi à leur service. Et par exemple, là, il y a encore quelques jours, je recevais une photo d'un directeur régional qui m'envoyait une photographie d'un rayon d'œufs complètement vide dans le Monoprix de Beaugrenelle et qui m'a pris une autre photo dans l'Intermarché qui est juste à côté en me disant regarde, là, c'est plein d'œufs. Qu'est-ce que je réponds à mes clients? Ils me posent des questions, je ne sais pas quoi leur répondre, ils sont énervés, je sens que je vais les perdre. Et donc, c'est des vraies situations concrètes et je comprends le client. Il va changer de magasin et il risque de ne pas revenir. Là, il se trouve, on a mis 1 ou 2 jours à comprendre ce qui s'était passé. C'était un problème de paramétrage dans les outils. C'était pas rien. On a mis 1 ou 2 jours. Retenez ce chiffre, on va en reparler plus tard. Alors ça, c'était une question d'ordering, donc le magasin ne pouvait rien faire. Là, le sujet que tu vas nous présenter, c'est déjà une rupture qui est plus courte, c'est-à-dire j'ai les produits en réserve, ils ne sont pas en rayon. Effectivement. Et donc, quelques mots peut-être sur le fonctionnement déjà. Ça, c'est l'illustration de ce qu'on fait en magasin du coup depuis maintenant quelques temps, grâce aux innovations qui ont été mises en place et qu'on évoquait tout à l'heure. C'est l'usage de caméras dans les magasins Monoprix. Je vous invite à visiter votre Monoprix. En général, voilà, on y retrouve des caméras et elles sont en place, elles tournent. Comment on s'en sert aujourd'hui? C'est quelque chose de très interne pour le moment. C'est chaque magasin qui a accès à ça et qui a un accès via téléphone mobile ou plateforme en ligne au relevé de rupture qu'il y a dans son magasin et il sait précisément quelles sont les ruptures, dans quel rayon, à quel moment. Et ça fait beaucoup de données, n'est-ce pas? Donc tout l'enjeu, c'est d'orienter les actions que le magasin doit prendre, comme tu le citais Mike, d'aller chercher de la marchandise en rayon. Donc il alerte,
il alerte et il priorise parce qu'on ne peut pas tout Il faut faire. prioriser, ouais. D'accord. Et donc ce projet qui a été déployé il y a maintenant plus d'1 an sur l'ensemble des magasins Monoprix donne des résultats qui sont impressionnants. Ouais, on les a mesurés. Alors oui, tout bouge et il n'y a pas que ça qui peut expliquer des ruptures et de la satisfaction client. Néanmoins, on estime, toutes choses étant égales par ailleurs, que l'on gagne en taux de rupture, en taux de disponibilité des produits, on monte d'environ 3 points. Et donc indirectement, voilà, on estime et on mesure que ça fait environ 6 points de NPS et un chiffre d'affaires qui croît indirectement grâce à ça. Et voilà, donc tout ça, c'est grâce à de la donnée traitée, priorisée. Il y en a beaucoup. Hein. Les ordres de grandeur à avoir en tête, c'est que c'est déployé dans 100 magasins. Il y a environ 100 caméras par magasin et chaque caméra prend en photo environ toutes les 30 minutes ce qu'elle a devant elle, une centaine de produits. Donc ça fait 1 million de SKU pilotés au quotidien. Donc c'est beaucoup de data. On s'en sert en interne aujourd'hui et plutôt bien. Et donc l'heure désormais est au partage au-delà de l'interne, comme on va le préciser Voilà, juste après. c'est le sujet, c'est que vous êtes arrivé au bout, vous continuez, mais finalement, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que vous avez collecté depuis l'implémentation de ce projet 1 tonne de data, vous en avez bien d'autres, et aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, on ne va pas les garder uniquement pour nous, on va s'ouvrir vers l'extérieur et on va remonter jusqu'aux partenaires. C'est là qu'entre dans la danse Relevancy, Dean. Donc déjà, peut-être quelques mots sur le mode de fonctionnement et la commercialisation des data sur le marché. Oui. Donc exactement. Donc avec les équipes des CES et notamment avec les équipes de Memory, on a une conviction commune, c'est que le relais de croissance pour la data se portera dans la collaboration en interne et en externe entre les différents métiers. Le modèle historique est un modèle de monétisation des data qui se focalise sur des partages de données silotés. Les retailers ont leurs outils, les marques ont leurs outils. Et donc le schéma classique, c'est qu'on se retrouve dans le cadre des négociations commerciales, dans les échanges qu'on peut avoir entre les offres, les achats et la logistique, avec des indicateurs contradictoires qui ne créent aucune valeur. Et donc nous, on pense que la monétisation va continuer, mais que le relais de croissance, il se trouve dans un nouveau modèle de valorisation des données, qui est un modèle collaboratif au service du métier et qui n'a qu'un seul objectif, c'est l'optimisation opérationnelle sur toute la chaîne d'approvisionnement, de l'amont à l'aval. Et donc tout ça, ça s'articule autour de 3 leviers assez simples, mais hyper exigeants en termes de data et de métier. Donc le premier, c'est des outils et des indicateurs communs. Ça peut te paraître très simple, mais c'est hyper important pour les équipes log, offre, de parler même langage avec les marques. Le deuxième, c'est des dispositifs collaboratifs au service du métier. Et le troisième, c'est une excellence opérationnelle dans le traitement de la data. Aujourd'hui, la data, c'est plus un flux qui est transféré entre une entité et une autre, c'est un outil au service du métier. Donc 2023, vous avez mis en place une plateforme collaborative qui est commune à la fois, qui a été développée par Memory et le groupe Casino pour déjà centraliser et servir ces parties prenantes. Si on peut afficher le slide qui est là, voilà. Ouais, donc pour nous, ça a été, et pour les enseignes alimentaires du groupe Casino, ça a été une année de transition vers ce modèle plus collaboratif. Donc d'abord autour du category management, avec le déploiement d'une dizaine de modules qui permettent aux équipes achats et offres d'avoir le même langage avec l'ensemble des marques qui sont partenaires du groupe Casino. Et donc ça a été une belle année de succès avec plus de 700 utilisateurs qui pour un groupe de retail comme le nôtre est assez important. Et surtout 200 marques partenaires et on espère l'année prochaine essayer de doubler ce nombre de marques partenaires pour nous accompagner avec le dispositif qu'Arthur va vous présenter aujourd'hui. On va reparler, mais peut-être, Maxime, ce qu'on voulait là, c'était une illustration. Parce que finalement, on a parlé de la rupture, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, vous avez une foultitude de cas d'usage possibles. Le premier que tu voulais nous présenter, c'était l'analyse de promotion, ce qui paraît assez simple, mais qui ne l'est pas en fait. Oui, alors ce que vous voyez à l'écran, c'est un cas d'usage, une des fonctionnalités de l'outil qu'on a mis en place avec l'équipe Relevancy, à la fois pour les équipes du distributeur et puis pour les équipes industrielles, avec l'idée que le partage de l'information peut permettre ensemble d'aller plus loin, industriels et distributeurs. Et sur le cas d'usage spécifique de la promotion, on peut voir à l'écran qu'on a voulu décomposer la promotion grâce aux données de fidélité de l'enseigne en différents effets, à la fois court terme et long terme, sur l'impact des promotions catalogues en magasin, avec l'idée que la décomposition va permettre de comprendre le rôle que peuvent avoir les différentes promotions. Et du coup, dans la construction, ce qu'on appelle la calendarisation promotion, ou dans le pilotage et le choix des mécaniques, des moments les plus opportuns pour jouer telle ou telle promotion, le choix des produits à mettre en promotion, on va pouvoir réutiliser ces différents indicateurs. Et pour vous donner un exemple concret, on va se rendre compte qu'une promotion sur le DPH
va générer, par exemple, beaucoup plus d'effets de stockage qu'une promotion sur les produits frais, le PLS. Et donc, dans la construction des catalogues, identifier les bons produits, les bonnes mécaniques, les bons moments, les bons niveaux de générosité, grâce à toute la donnée de fidélité du distributeur. Et cette donnée de fidélité, couplée avec la donnée transactionnelle, finalement, c'est toute la donnée dont on est en train de parler, qui est un point de départ à collaborer, et à collaborer sur beaucoup de leviers, beaucoup de sujets différents. Et le category management en est un. C'était la première année de ce dispositif. Et aujourd'hui, on vient vous parler de supply, qui est une autre facette de la collaboration qu'on peut mettre en place grâce à la data au service finalement du client final. Alors c'est ça l'idée, c'est que là, on va commencer à réunir la data client, transactionnelle, fidélité, la data logistique, rupture dont on a parlé, pour arriver vers une solution dite end-to-end pour répondre aux besoins logistiques. Oui, c'est un peu la suite du chemin que SES a pris avec Monoprix. Donc passer des étiquettes électroniques à la mise en place de ces caméras il y a maintenant déjà quelques années. Et aujourd'hui, avec la mise en place de cette plateforme data au service de la prise de décision catégorie management, mettre en place une nouvelle plateforme autour cette fois-ci de la prise de décision sur la logistique, qui finalement va permettre de coupler l'ensemble des données qu'on peut capter à travers les caméras qu'on a présentées tout à l'heure et les données qu'on traite déjà aujourd'hui dans le cadre des sujets de catégorie management. Donc Arthur, on a tout ce petit monde qui bosse pour toi en fait. Mais toi, ça t'a fait dire, je ne peux plus rester sur une organisation dite classique parce qu'il va falloir que j'adapte aussi mon organisation au nouveau mode de fonctionnement beaucoup plus ouvert vers l'extérieur. Exactement. Et mon message, c'est de dire que justement, la démarche que l'on vous propose là, elle fait écho à cette stratégie, ces convictions qu'on a chez Monoprix liées à la supply chain. Et donc, on est bien content d'avoir cet accompagnement-là. C'est l'occasion donc pour moi de prendre un pas de recul et juste de vous illustrer quelle est notre conviction et notre projet supply chain chez Monoprix. Pour rappel, notre job, nous, c'est de mettre le bon produit au bon endroit, au bon moment dans les magasins, assez simple. Néanmoins, voilà, il y a un contexte qui est de plus en plus complexe, qui bouge et qui fait qu'on a besoin vraiment de s'adapter fortement dans les prochains mois. Et on s'adapte notamment voilà, à des relations avec les fournisseurs qui changent quand même pas mal avec le contexte législatif, Egalim, les complexités d'approvisionnement qu'eux ils peuvent avoir, que nous qu'on peut avoir. Donc il faut qu'on s'adapte à ça. Et par ailleurs, on a des consommateurs et des clients qui consomment différemment ces derniers temps. On ne peut pas approvisionner et acheter de la marchandise de la même manière. Les gens achètent plus de MDD, font des plus petits paniers mais plus fréquents. Ils achètent plus d'œufs, par exemple, que de viande. Donc voilà, il faut qu'on adapte le modèle, qu'on soit plus agile. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin, de toute façon, démarche ou pas la démarche, mais de se transformer. Et on le fait à l'aune d'une conviction assez simple, hein, c'est de se rappeler du rôle de la supply, qui n'est pas d'être simplement une équipe de fins techniciens, de gens qui savent faire des calculs et savent prévoir au plus juste les quantités, mais c'est avant tout des gens qui sont là pour faciliter et mettre en relation tous les gens qui interviennent sur la chaîne d'approvisionnement, depuis les fournisseurs jusqu'au magasin, en passant par les achats et la direction des opérations. Et donc notre rôle, c'est ça, qu'on s'adapte à ça, qu'on revienne à ce basique-là, qu'on adapte l'organisation, ce que je vais vous montrer, à cela, et qu'on s'en donne les moyens et les outils. Et donc ça se voit notamment à travers, si tu peux mettre la slide suivante, à travers une organisation, typiquement, que l'on va revoir en 2024, où on va passer d'une organisation, vous le voyez sur la gauche, très silotée, par couche, et vous retrouvez là, depuis le fournisseur jusqu'au magasin, eh bien, les étapes que je vous mentionnais tout à l'heure, les étapes plutôt amont de je gère le fournisseur, je lui passe des commandes, je mets à disposition la marchandise sur entrepôt, je me concentre pas trop sur ce qui se passe après. Et ensuite, d'autres personnes, d'autres équipes vont piloter des flux vers les magasins sans trop se soucier de ce qui se passe avant. Et bien ça n'aide pas à la collaboration, et c'est pourtant de ça dont on a besoin. Donc on a une vision différente à la supply de Monoprix, donc on souhaite s'organiser dans une logique bien plus verticale qui privilégiera la collaboration et qui nous permettra d'avoir vraiment des filières, des patrons, des collaborateurs qui sont en charge, produit par produit, un peu en miroir d'un Catman, de pouvoir vraiment piloter l'approvisionnement et l'acheminement de leurs marchandises du début à la fin en collaborant et vraiment en collaborant davantage encore avec les fournisseurs, parce que je suis certain qu'il y a des choses à aller chercher et de la valeur à aller chercher, jusqu'à vraiment le pilotage fin de la détention de ces produits, la visibilité sur ces ruptures en magasin, à travers une organisation comme ceci plus verticale. Alors, donc, voilà. Et donc pour faire ça, excuse-moi Mike, on a besoin de donner les moyens à cette organisation et aux collaborateurs de pouvoir le faire,
Et c'est tout l'enjeu de la démarche justement que l'on a en ce moment. Alors, si on rentre dans le détail, premier enjeu, c'est d'aller encore plus loin sur la gestion des ruptures, sur lequel vous êtes déjà très en avance. Tiens, hop. Voilà, on y arrive. Avec 3 enjeux très forts qu'on va développer aujourd'hui. On va vous présenter ça. Voilà, il y a typiquement 3 enjeux qu'on souhaite adresser pour limiter les ruptures. C'est désiloter et donc se faire parler tous les gens, que ce soit en interne de l'organisation ou en externe, notamment les industriels. Ensuite, c'est de partager, de mettre à disposition des données et des actions en commun. Et enfin, c'est concrètement, une fois qu'on s'est partagé et dit les choses, c'est d'agir et d'être orienté action, plan d'action et amélioration continue. Donc les 2 objectifs, on les voit là. Réduire la rupture pour fidéliser client, on revient au début, mais surtout mieux collaborer en interne et avec l'ensemble des parties prenantes. Donc si on prend ces étapes, Dean, pourquoi désiloter? Alors, je le disais en introduction. Ça fait grand mot, on a l'impression que tout le monde dit ça. Non, là, il y a un réel besoin. Oui, donc je le disais en introduction, la clé du dispositif, c'est la collaboration au service des équipes d'Arthur. Et donc notre cahier des charges au lancement du projet, il a été super simple. C'était de mettre à disposition des équipes logistiques, à la fois en interne et en externe, tous les indicateurs nécessaires au pilotage de toute la chaîne d'approvisionnement logistique. Donc l'entrepôt, du magasin jusqu'au rayon. Et donc tout ça s'articule en 3 étapes. Une étape très opérationnelle avec des outils qui permettent d'identifier les ruptures, donc mesurer si la rupture elle vient de l'entrepôt, du magasin, ou alors est-ce qu'il faut envoyer des équipes dans les rayons. Une deuxième qui nous permet d'analyser les causales, donc là c'est un module beaucoup plus analytique et des analyses beaucoup plus abouties qui nous permettent d'identifier les causes des ruptures, savoir si elles sont en rayon ou en magasin. Et enfin, identifier les actions. Donc là, c'est là où on active en fait le processus collaboratif, savoir s'il faut que les équipes d'Arthur aient des échanges avec les industriels, ou alors est-ce qu'il faut que nous, on envoie, ou les industriels envoient des forces de vente en magasin pour limiter les ruptures dans les rayons. Donc Maxime, l'idée, on revient à ce qu'on disait, pour faire ça, on va avoir besoin d'agréger toutes les sources de data sur la plateforme que vous avez conçue. Oui, alors ici, vous voyez justement les 3 sources de données principales qu'on va utiliser dans le cadre du projet. Et pour ce nouvel outil, donc, la première source de données, c'est les caméras, parce que les caméras mises en place dans les magasins Monoprix permettent d'identifier aujourd'hui les trous dans les magasins. C'est-à-dire qu'on peut voir très facilement, grâce aux caméras Captana, que dans tel ou tel magasin, sur tel ou tel rayon, entre midi et 13h30, il y a une rupture, parce qu'il n'y a pas de produit dans le rayon, et ça se voit, la caméra ne ment pas. Elle prend une photo toutes les 30 secondes, les photos sont agrégées, sont décomposées, il y a une couche d'intelligence artificielle au-dessus. Et donc, on va identifier la rupture. La deuxième partie de l'outil, c'est toute la donnée dont j'ai déjà parlé dans le cas d'usage sur la promotion, donc la donnée transactionnelle et la donnée de fidélité, qui va permettre de très rapidement identifier les manques à gagner liés à ces ruptures. Et on va parler ici de manque à gagner brut, c'est-à-dire le manque à gagner direct sur la référence qui est en rupture. Donc, si le produit n'est pas en rayon pendant 1h30, eh bien, on va pouvoir mesurer le vrai manque à gagner avec des tunnels de vente. Il y a 0 vente, il aurait dû y avoir 250 € de vente dans le magasin, donc un manque à gagner de 250 €. Et on va aller un cran plus loin, puisqu'on va utiliser les données de fidélité pour identifier les transferts d'achat et au final, quantifier le manque à gagner net des reports, c'est-à-dire des reports clients qui sont allés de la référence rupture sur d'autres références de la même gamme, de la même marque, d'une marque concurrente éventuellement. Et donc, on va pouvoir mesurer ainsi le manque à gagner net, prenant en compte les effets de report, et quantifier, et du coup se donner les moyens de prioriser de façon plus fine qu'avec uniquement l'indicateur de manque à gagner brut, sachant qu'on n'est pas sur de l'estimatif, on est sur de la donnée 100% réelle grâce aux caméras. Et enfin, et c'est, je pense, la partie la plus importante, notamment pour les industriels, c'est qu'on va rajouter à ces données toutes les données nécessaires au sein de chez Monoprix, données stock, données magasins, données entrepôts, qui vont permettre de reconstituer les arbres de causal et d'aller le plus fin possible, finalement, derrière, sur l'action corrective qui va intéresser les équipes à la fois supply, mais aussi les équipes de category management, puisque finalement, la rupture se traite par tous les leviers possibles dans le respect du client final et de ses calculs de manque à gagner. Bien sûr. Alors, le deuxième enjeu, Arthur, on a dit, c'était de partager. Effectivement, partager. Partager, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se parle de la même chose, notamment en interne ou avec les fournisseurs, pour qu'on aille vite
aux bonnes analyses, aux bonnes actions et qu'on soit concret. Systématiquement, lorsqu'on fait un rendez-vous avec un fournisseur pour parler supply, sur 1 heure de temps, il y a une demi-heure, 3/4 d'heure où on passe à se dire « Attends, mais moi j'ai calculé ton taux de service de telle manière et moi de telle manière, c'est pas les mêmes chiffres, on n'est pas d'accord. » En vrai, est-ce que la question c'est ça? Je pense pas. Et on perd un temps fou. L'autre jour, je reçois un texto de Guillaume Sénéclose, le patron de Monoprix, qui me dit je suis en rendez-vous top to top avec le fournisseur JDE qui nous fait le café L'Or et il me dit il m'annonce un taux de service à 96%. Est-ce que tu as les mêmes chiffres? Moi, j'avais 70%. Et donc voilà, on s'est échangé des textos pendant une demi-heure. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. J'ai pris des photos comme je pouvais là de mon ordinateur. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que en vrai, si on parlait de la même chose et qu'on partait des mêmes chiffres, ce serait déjà beaucoup plus simple. Donc c'est tout l'enjeu déjà de partager les mêmes chiffres. Donc comment est-ce que vous donnez accès aux industriels? Et donc là, concrètement, de nouveau, grâce à la plateforme mise à disposition, on partage à un seul et même endroit les mêmes chiffres, les mêmes définitions, les mêmes analyses. Et encore une fois, l'enjeu, ce n'est pas de se dire est-ce que le taux c'est 95 ou 96, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'évolution, c'est la tendance, c'est comprendre qu'est-ce qui se cache derrière, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait comme action. Donc là, au moins, c'est posé. On s'est posé une bonne fois pour toutes sur les définitions et on est au clair sur l'identification des ruptures. Je me concentre sur une marque en particulier. Je comprends qu'il y a X magasins qui sont concernés. J'ai un magasin qui m'appelle pour me dire alerte générale, il y a une rupture sur un produit. Je regarde, en fait, c'est juste un magasin, c'est pas si grave que ça, c'est peut-être pas si prioritaire que ça. J'ai le DAF qui m'appelle en me disant qu'il y a un décrochage de chiffre d'affaires monumental sur un rayon en particulier. Eh bien, je vais pouvoir aller voir là-dedans et faire la part des choses et me rendre compte qu'en réalité, le décrochage de chiffre d'affaires, il n'est pas nécessairement dû à une rupture et qu'on ne parle pas de la même chose. Donc, c'est autant d'éléments factuels et explicites qui nous permettent de vite aller dans l'analyse pour aller vite sur les plans d'action. Bon, alors jusqu'où on peut aller? Alors, c'est un message hyper important que je tenais aussi à vous passer. On parle du coup là pas mal de la plateforme, mais l'outillage n'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen parmi d'autres d'animer nos fournisseurs et de collaborer avec eux. Et donc nous, la proposition de valeur que l'on souhaite partager à nos industriels, c'est avant tout une collaboration renforcée, c'est des échanges réguliers. On se dit, OK, par exemple, j'étais avec Unilever au téléphone vendredi, on parlait de pénalités, des choses pas très réjouissantes, mais à la fin, on s'est dit, bon allez, OK, on met ça derrière nous, on s'est entendu, maintenant, OK, comment on fait pour construire ensemble? Et donc, on s'est fixé des rendez-vous mensuels avec Unilever, là, à partir de janvier, où concrètement, on a un ordre du jour, on se parle entre gens de la supply, et Dieu sait qu'on est entre spécialistes du métier, et on n'est pas là pour discuter ou pinailler de quelques points ou taux de service. Et voilà, on se fait un vrai plan d'action commun, un plan de progrès, comme on l'appelle. On s'appuie sur un outil et une plateforme en commun, mais c'est avant tout de l'humain, de la relation, de la collaboration, des rendez-vous et des actions concrètes qui s'appuient sur une plateforme. Alors, moi j'ai 2 questions là-dessus. On sort un peu de la présentation, mais fatalement, il y a des impacts humains chez toi et chez les industriels. Comment est-ce que vous les anticipez? Comment est-ce que vous arrivez à modifier ce comportement des équipes qui était quand même... Et deuxièmement, c'est un peu lié, on arrive là dans une période plutôt que prévue de négociations commerciales qui s'annonce tendue de partout. Comment est-ce qu'on arrive à mener ces 2 projets de front? Est-ce que ça ne va pas être ambivalent? Ou à l'inverse, est-ce qu'on peut se servir aussi de ces nouveaux modes de collaboration pour avoir un impact un petit peu différent? Alors c'est une très bonne question sur la partie humaine, et ça fait écho à ces enjeux de réorganisation que je vous mentionnais précédemment. Jusqu'à présent, ou en tout cas ces dernières années, je constate que côté distributeur, on a été quand même beaucoup dans une relation très coercitive, où c'était vraiment les grands méchants industriels qui se battent contre les grands méchants de la grande distribution. C'est celui qui tape le plus fort, et la grande distrib que l'on est met des pénalités logistiques parce que les grands méchants de l'industrie ne livrent pas bien. Et ça, typiquement, chez Monoprix, ça a été jusqu'à présent une équipe dédiée dont l'objectif était vraiment de piloter ça. Et tout l'enjeu là de la transformation qu'on souhaite opérer, c'est de réintégrer cette collaboration fournisseur, de l'appeler collaboration fournisseur désormais, dans la responsabilité d'une filière et d'une équipe pour lui dire tu es en charge de la performance de tes rayons et de tes fournisseurs, tu peux te servir de certains outils coercitifs comme la pénalisation, mais ce n'est pas une fin en soi. Et c'est comme ça que petit à petit, on essaie d'accompagner les équipes en leur montrant qu'en vrai, les gens qui sont en face d'eux dans la salle ou sur le Teams, c'est des gens comme eux qui sont là pour juste maximiser la disponibilité des produits, faire du chiffre en magasin,
capter des clients, et au final, on a les mêmes objectifs. Et ça fait le lien du coup avec la deuxième question que tu posais, Mike. En vrai, les gens qu'on a en face de nous et que mes équipes ont en face d'elles, c'est des opérationnels, c'est des gens de la supply, et c'est des gens qui font le même métier. Et jusqu'à présent, ça a toujours été des discussions qu'on a su décorréler des discussions commerciales qu'il peut y avoir entre les achats Casino, Monoprix et les commerciaux des industriels. Donc jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de décloisonnement de ce point de vue-là. Et on sait se parler entre gens de l'opération, des opérations, en faisant la part des choses et en se disant « Ok, on laisse les enjeux de négo pour les négociateurs et nous, on se concentre juste sur la perf et c'est ça qui nous anime. » Jusqu'à présent, ça a plutôt bien fonctionné, donc c'est de bonne augure. On va suivre, on fera le point peut-être après la période de négoco qui finit le 31 janvier. On a désiloté, on a partagé, maintenant l'heure est venue de corriger. Alors c'est une chose de partager les infos, c'est cool, très bien, mais en vrai, il faut qu'on comprenne ce qui se cache derrière et qu'on sache prendre les actions. Un des gros enjeux, et c'est mon quotidien, celui de mes équipes, c'est de comprendre d'où viennent les ruptures pour savoir comment agir. Là, vous avez quelques chiffres. Alors, faites pas attention aux chiffres, et ils seront là juste pour illustration, mais typiquement, quand vous êtes face à une rupture en magasin, il y a plusieurs causes possibles, il y a plusieurs raisons possibles. La plupart du temps, l'action est faisable, dans 70% des cas là, dans cette étude-là, et il y a quelque chose à faire. Souvent, c'est en magasin que ça se joue. C'est peut-être que l'inventaire et le niveau de stock informatique n'est pas complètement juste. Un petit inventaire mérite d'être fait. Ou alors, c'est parce que dans des magasins comme des super ou des hypermarchés, la marchandise est potentiellement encore en réserve. Et donc, il faut aller la chercher parce qu'informatiquement, et grâce aux plateformes, on sait que les stocks sont quelque part dans le magasin. Donc, il suffit de faire du réassort. Et après, il y a d'autres causes, un peu plus amont, qui méritent d'être creusées. Et ça peut être notamment des équipes qui n'ont pas fait les bonnes prévisions de vente. On pensait vendre un produit 3 UVC en moyenne par jour. Finalement, on le vend 5 UVC en ce moment. Par exemple, avec les équipes, malheureusement, on s'est un peu planté là, sur les soupes et les potages qui, traditionnellement, à l'automne, voient leur vente exploser. On met des coefficients, on accompagne, on prévoit ça, mais là, on ne l'a pas fait assez. On s'est retrouvé avec des ruptures en linéaire et voilà, on a analysé ça comme on a pu et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas mis assez de levier et que du coup, on a eu des ruptures dans vos magasins Monoprix sur la soupe. C'est un des exemples. Il y a d'autres raisons aussi qui sont peut-être encore plus amont, où on se rend compte que là, pour le coup, c'est dans la performance avec le fournisseur qu'il y a quelque chose qui cloche. Par exemple, sur cet été, on a été très court en snacking sur les sandwichs et sur les salades. On a eu pas mal d'échanges de collaboration, du coup, sans outils, mais sans plateforme avec Sodebo. Et il était vraiment en galère sur les salades notamment. Et on s'est rendu compte qu'au final, il nous livrait les salades de manière très, très directe, très, très rapide, comme les sandwichs, en 2 ou 3 jours. Et en vrai, on s'est parlé, on a juste fait une réunion de collaboration. Ils nous ont dit, mais en fait, si vous voulez, nous, les salades, si jamais vous voulez bien qu'on vous les livre un jour plus tard, non pas en A pour B, mais en A pour C, en vrai, ça détend mon outil de production et je peux vous garantir un taux de service bien plus élevé. Et nous, on a dit, ouais, en fait, en vrai, on n'avait pas besoin d'avoir la salade livrée aussi rapidement comme les sandwichs. C'est moins frais, c'est moins de dates courtes. Et donc, du coup, on a détendu le planning et c'est comme ça qu'on a gagné en taux de disponibilité, on a baissé les ruptures. Et c'est grâce à ce genre d'analyse qu'on peut cranter ce genre de sujet. On essaie en fait de corriger les ruptures produits et les ruptures magasins. Ouais, et donc là, typiquement, pour continuer dans les exemples que je citais, ce genre de plateforme donc, et de démarche peut en particulier directement, parce que les données sont bien croisées en amont, nous mettre le doigt, par exemple, sur les magasins qui sont les plus rupturistes, où on sent qu'il y a des causes plutôt internes de process, où il faut qu'on accompagne le magasin pour que les inventaires soient peut-être plus tournants et mieux faits. Alors, ce n'est pas une histoire de simplement leur taper sur les doigts, évidemment. L'enjeu, c'est vraiment de se dire, au final, pourquoi tel magasin a plus de difficultés sur la réalisation de ses inventaires? Est-ce que c'est un sujet de staffing, d'organisation? Est-ce que c'est l'outil qui n'est peut-être pas très pratique et il faut qu'il appuie sur le bouton valider à chaque fois qu'il scanne un produit? Peut-être que si c'était fait automatiquement, ça irait plus vite. Enfin, voilà, c'est le genre de sujet qu'on cherche à creuser et d'avoir le temps de creuser ces sujets-là de fond, d'amélioration d'outils ou d'orgas, plutôt que de simplement faire des analyses et de chercher les coupables, entre guillemets. Et donc, c'est vraiment dans cette logique-là de collaboration que ce genre de plateforme nous aidera beaucoup. Et Maxime, c'est là que la plateforme va aider. L'exemple du manque de prévision tout à l'heure, normalement, on ne devrait plus l'avoir ou beaucoup moins l'avoir avec une analyse plus fine du passé, du présent et des prévisions. Oui, parce que l'avantage de la donnée, c'est qu'elle s'historise aussi. Donc, on va partir sur une donnée historique assez profonde
et la possibilité d'aller creuser toutes les dimensions analytiques, en plus de ce qu'on voit ici directement sous l'outil. Et l'outil va permettre à la fois d'historiser le passé, mais aussi le futur, donc d'aller regarder les plans d'action tels qu'ils seront mis en place. Est-ce qu'ils donnent des bons résultats? Et Arthur parlait de rendez-vous avec l'industriel mois après mois. Bien, ces rendez-vous pourront s'appuyer sur la donnée qui, du coup, sera mise à disposition de façon transparente à travers l'outil et permettront de corriger, si besoin, les propres corrections qu'on aura mis en place. Et Dean, vous allez réussir à embarquer, vous arrivez déjà à embarquer les industriels dans un partage plus large? Oui, donc ça vient en complément du dispositif de catégorie management qu'on a déployé en début d'année. Et je voulais rebondir sur une de tes questions tout à l'heure. Tu disais, est-ce qu'on va réussir dans le cadre des négociations commerciales à créer le réflexe? En fait, le réflexe, on le crée tout au long de l'année. Et donc, quand on arrive dans le cadre des négociations commerciales, il n'y a plus de discussion sur est-ce que le taux de service il est à 96, 97, etc. On crée le réflexe tous les mois. Il y a des rendez-vous entre les équipes sur le catégorie management et j'espère dans les prochains mois sur la logistique. Bon. Alors, l'avenir, Arthur, ça va être d'ouvrir, c'est-à-dire de dire que ça va nous permettre d'aller adresser différentes initiatives, à la fois pour les internes, pour l'externe au niveau des industriels et pour l'externe au niveau des clients. Effectivement, en synthèse, voilà, c'est une démarche qui se veut la plus centralisée, collaborative possible. Et donc, si on rembobine l'histoire, on vous a illustré et présenté donc une plateforme et un outillage qui est là pour nous aider à rapidement mettre le doigt où ça fait mal, analyser, comprendre pour vite être dans le plan d'action. Et c'est ça qui va nourrir cette vision et ces convictions que je vous ai partagées sur qu'est-ce que la supply chain de demain et celle que l'on souhaite mettre en place notamment chez Monoprix dans un enjeu de collaboration interne, mais en particulier avec les fournisseurs où une fois de plus je suis convaincu qu'il y a des belles choses à faire et des pistes d'optimisation certaines à trouver. Et donc tout ceci, in fine, pour nourrir le plan stratégique évidemment de l'enseigne, mais avant tout de satisfaire nos clients pour qu'il y ait le moins de ruptures possible en magasin et qu'on ait des clients qui viennent et qui reviennent chez Monoprix comme aime à le rappeler Guillaume. Mais alors, merci déjà pour cette ouverture. Messieurs, si on se retrouve dans un an, puisque ça a l'air d'être un rendez-vous rituel, qu'est-ce que vous aurez à nous dire de particulier de part et d'autre? Si on se projette, oui, c'était pas prévu, je sais, j'aime bien ça. Nous, de notre côté, on aura très envie d'avoir entamé des super collaborations avec des industriels, de façon très pragmatique, très héroïste pour tout le monde, avec des vrais sujets de transformation derrière, qu'on puisse les traquer en magasin, qu'on puisse aller piloter, mesurer, et se rendre compte que le sujet de la rupture, on arrive à gagner 2-3 points déjà avec le travail interne au sein des équipes Monoprix. Et je pense que la plus grande satisfaction serait de gagner encore quelques points, et cette fois-ci avec la collaboration des industriels directement impliqués dans le projet. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des industriels dans la salle. Vous avez vu la posture d'ouverture de Monoprix. Ça ne tient qu'à vous maintenant. Dean? Alors, je vais le chiffrer. L'objectif, c'est d'arriver à environ 400 marques cette année. Et je pense que Arthur complétera aussi sur la satisfaction client, qui va être un objectif, l'objectif principal de tout le dispositif. Oui, effectivement. Alors, la satisfaction client, mais aussi voilà, de mes collaborateurs. Je pense que c'est aussi important de le rappeler parce que la démarche veut aussi enclencher encore plus l'engagement des collaborateurs et poursuivre à leur donner encore plus de sens dans pourquoi ils font les choses, quel est l'impact concret sur le business, de voir concrètement que leurs actions ont un effet vertueux dans la collaboration avec les fournisseurs, mais également dans le business en magasin et sur les ruptures. Et comme on dit chez Monoprix, c'est le collaborateur en premier et le client au centre. Et donc j'espère que ça se verra voilà, dans le feedback que nous feront les collaborateurs, mais également dans le NPS, où on essaiera de le lire indirectement dans une amélioration du NPS. Rendez-vous est pris. Allez, on a quelques minutes pour prendre quelques questions, si vous en avez. Je sais qu'on a des personnes dans la salle pour passer le micro. N'hésitez pas, levez la main. Je vois pas grand-chose. On va y arriver. On a quelqu'un. Camilla, là, je vais le faire. Hop. Je vous demande de vous lever, de vous présenter. Camilla, tu pourras récupérer le micro. Bonjour, Claire Mailleux, je suis administratrice chez Values. Ce matin, Thierry Cotillard nous parlait de retail média. Comment vous faites le lien entre ce bel outil et puis dans les discussions avec les industriels, le lien avec le retail média? Parce que la promotion est liée aussi à ce qu'il y a dans les rayons. C'est peut-être pour Dean, oui. Oui, enfin, l'objectif de tous ces dispositifs, c'est la complémentarité. On a complètement désiloté finalement la relation entre l'amont, l'aval, à la fois en interne et en externe.
en interne, on a eu des équipes qui travaillaient sur des indicateurs achats, etc. Je prends l'exemple sur la logistique. Le produit de substitution, si l'industriel ne sait pas nous livrer, c'est pas vraiment de la logistique. C'est un peu de l'offre, c'est un peu de la logistique. Donc l'objectif, et ce sera la même chose sur le retail média, c'est d'avoir des dispositifs complémentaires, mais toujours au service du client pour limiter les ruptures, qui est la meilleure offre, la plus personnalisée à chaque client. Et c'est pour ça qu'on utilise l'ensemble de la donnée à la fois sell-in et sell-out des enseignes alimentaires du groupe Casino. Avec une particularité, là, je peux me permettre de compléter, mais tu auras certainement quelques mots à en dire, Maxime, c'est que Monoprix a aujourd'hui, par rapport au premier levier qu'on avait, les étiquettes électroniques et des modernes, la possibilité de descendre sur retail média en magasin avec déjà des use cases qui existent où la marque va pouvoir faire la promotion d'un produit, le trouver, le mettre en avant sur des dispositifs digitaux qui vont être connectés. Oui, alors en fait, on vous parlait de retail média. Le retail média, finalement, lancer une action de retail média dans des magasins sélectionnés spécifiquement pour leur attrait pour le consommateur, sur des consommateurs spécifiques et autres. Le lien avec la rupture, il est direct parce que si le produit n'est pas dans le magasin, ce serait quand même ballot. Ça, c'est typiquement un des cas d'usage un peu annexes à l'outil qu'on voit là, qui est quand même à la base un outil qui est fait pour qu'on retrouve de la soupe dans les rayons l'hiver prochain. Mais tous les cas d'usage se parlent. Je ne vais pas paraphraser ce que vient de dire Dean, mais c'est la même donnée finalement qui va servir tous les cas. Et donc, avant de lancer une action de retail média l'année prochaine, allez regarder directement sur l'outil si le produit est bien dans le magasin sur lequel vous targetez les shoppers. Et par ailleurs, est-ce qu'il est bien en prévision de commande? Est-ce qu'on va avoir les stocks suffisants? Il est bien en magasin et stock prévu suffisant? Oui, en fait, pareil pour la promotion catalogue. Les dates, les DLV sur les promotions catalogue peuvent être pilotées grâce à ce type d'outil. C'est un autre cas d'usage. S'assurer que le beurre qui est mis en promotion, on n'en met pas trop dans le magasin parce que si on en met trop, il y aura du gâchis. Et qu'on ne mette pas assez parce que ça serait dommage de rater la fin d'un catalogue promo, par exemple. Donc cet outil doit servir à travailler ces différents cas d'usage. Est-ce qu'on a une autre question? N'hésitez pas, on nous a dit qu'on avait encore quelques minutes, autant en profiter. Parce qu'après, je sais qu'ils vont sortir de scène, vous allez leur sauter dessus, c'est dommage. Non? Écoutez, il me reste à vous remercier infiniment. Je crois que vous pouvez les retrouver sur le stand SES Imagotag et sinon on se donne rendez-vous l'an prochain pour raconter encore la suite et de nouvelles histoires. Merci beaucoup. Merci Mike, merci à tous.